C'est la parole tout de suite à Laurent Perrin, car vous agissez, Laurent Perrin, dans le domaine industriel. Vous êtes le directeur industriel d'Eurostar Engineering Plastique. Vous faites de la mécanique de polymères, donc vous allez expliquer un petit peu tout ça tout ça à nos auditeurs. Ce qui est intéressant, c'est que comme donc Alexandre David, vous investissez bien sûr en recherche et développement, mais vous investissez 350 000 €. Vous allez nous expliquer pourquoi et pourquoi faire. Alors d'abord, juste une petite précision, on fait de la fonctionnalisation de polymères par voie mécanique et non pas chimique. Donc il faut expliquer ce que c'est, parce que c'est un peu compliqué de dire ça. Alors simplement parlant, on va dire un polymère, c'est une molécule, d'accord, qui est fabriquée par un chimiste et qui sort comme ça d'un réacteur. Qui a des belles propriétés en soi et dont on peut effectivement faire des objets au demeurant de manière beaucoup plus économique et écologique. Personne n'a des tomates, ça va, parce que je parle de plastique. Hein. Oui, c'est le mot banni, le mot plastique, c'est le mot banni en ce moment. Absolument, il y a un gros plastique bashing, ouais. On va peut-être y revenir, mais ouais. Et donc, à partir de cette matière de base, nous y ajoutons des additifs qui vont modifier les propriétés, le renforcer, jusqu'à avoir des résistances proches de celles d'un acier, un acier bas de gamme, mais un acier, ou lui conférer, et c'est vraiment notre spécialité, des propriétés qui vont rendre ce polymère impropre à la combustion. Pour des applications qui sont, on va dire historiquement, l'entreprise existe depuis 1972, donc historiquement dédiée à ce qu'on appelle l'industrie de l'INI, électricité électronique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des flux électriques qui transportent de l'énergie. Qui dit de l'énergie dit dissipation de chaleur. Et si cette dissipation de chaleur est mal contrôlée, elle peut en effet provoquer une dégradation de la matière qui elle-même peut entraîner une combustion, donc un incendie. Et c'est précisément ce qu'on veut éviter. Hein. Ce que vous voulez éviter, évidemment. Alors, du coup, ça demande autant de recherche et développement. Il faut investir autant d'argent chaque année, finalement. Alors, tout à fait. Et il y a deux axes, en fait, de R&D. Hein, on va dire schématiquement. Le premier est guidé, on va dire, par l'environnement. Je vais revenir. Et le deuxième est guidé par les progrès, en fait, des connaissances technologiques sur les molécules et sur les interactions mécaniques qu'il peut y avoir entre ces molécules. Alors le côté environnemental, il est guidé par le plastique bashing est une chose. Voilà. Plastique bashing, c'est quoi ? Je veux dire, c'est un petit peu de l'environnement cosmétique, pardon de le dire comme ça. Il a un vrai fondement. Il a un vrai fondement dans le sens où c'est pas normal. C'est pas normal que quand on roule sur l'autoroute 1, comment dire, entre le péage de Survilliers et Paris, on doit récupérer, je crois, c'est 3 tonnes de déchets plastiques au kilomètre. 3 tonnes. C'est énorme. Sur une si petite portion en plus. Bon, alors, pardon de le dire, c'est pas politiquement correct et c'est pas comme ça évidemment que les politiques le font, mais c'est de l'incivilité à la base. C'est pas un problème du fabricant de matière plastique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien qui se recycle mieux que le plastique. Et l'enjeu, en effet, il est là. Recycler de la matière plastique, c'est quelque chose qui est extrêmement économique. Ce sont des horizons qu'on a très peu, explorés jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une matière première issue des dérivés pétroliers qui étaient abondantes. Et je dis bien qui étaient abondantes, parce qu'un des problèmes du moment, et j'allais dire, il est heureux que ce soit comme ça, mais c'est qu'il y a de moins en moins de ces dérivés pétroliers disponibles. Non pas parce qu'il y a moins de pétrole, du pétrole il y en a énormément, mais parce qu'il y a moins de consommation de ressources énergétiques issues du pétrole. Or, les composants, on va dire, qui sont utilisés pour fabriquer les matières plastiques, qui sont dans la colonne de distillation, une partie qui s'appelle le naphta, c'est un sous-produit
de tous ces carburants qui sont fabriqués. Donc moins il y a de carburant, moins il y a de nafta, et moins il y a de nafta, moins il y a de ressources premières pour fabriquer des matières plastiques. Du coup, vous avez du mal à trouver des matières premières en ce moment ? En ce moment, oui. Alors en ce moment, on va dire, on a la cerise sur le gâteau, ça a été effectivement l'effet Covid qui a ralenti énormément toutes les consommations d'énergie, qui a mis les centrales, les raffineries, au ralenti, et il y a tout un tas de problèmes en chaîne qui font que, à l'instant T, il y a plus de, il y a pratiquement, enfin c'est très compliqué de trouver du polyéthylène, film étirable, qu'on met sur vos aliments. J'espère qu'on ne le verra pas dans nos porte-monnaies, mais il y a des chances quand même qu'on voit des prix augmenter énormément parce qu'il y a raréfaction de toutes les catégories de polymères. Donc voilà, ça c'est le premier axe, c'est comment est-ce qu'on peut tirer profit de cette ressource qui est le déchet, qui n'est plus un déchet, c'est une ressource, d'accord, pour le réutiliser, j'allais dire pour le purifier d'une certaine manière et le remettre dans le circuit en tant que matière première en vue d'en faire un nouvel objet. Alors, dans le langage du 21e siècle, on appelle ça valoriser des filières industrielles, en fait. On appelle ça faire de l'économie circulaire. C'est les nouveaux mots en 2021. Et donc, pour vous, où est-ce qu'on en est dans cette création de filière ? Est-ce que vous y participez en tant qu'entreprise ? Bien sûr, nous y participons. Laurent Perrat, je rappelle que vous êtes directeur d'Eurostar Engineering Plastique. Voilà, alors nous y participons comment ? Nous-mêmes faisons des déchets industriels. On verrait la première ressource, c'est le déchet industriel. Pourquoi c'est la première ressource intéressante ? Parce que le déchet industriel, il est déjà trié, on sait ce qu'il y a dedans. À contrario d'un morceau de on ne sait pas trop quoi qu'on va ramasser sur le bord de la route, qu'il va falloir caractériser, trier, déchiqueter, refondre, etc. Bon, voilà. Un déchet industriel, on sait ce qu'il y a dedans. Et oui, il y a un marché qui est en train de se créer sur la réutilisation des déchets industriels, des industriels des matières plastiques. Donc nous participons bien sûr à ça, à la fois en tant qu'acheteurs, on va dire de déchets entre guillemets, mais une fois de plus... Donc vous allez carrément, à la limite, dans les centres de tri, là où il y a la ressource, comme vous dites ? Alors, pas dans les centres de tri. Nous, par exemple, on a voilà, un cahier des charges, on va dire, par rapport aux polymères qu'on achète. On s'est rendu compte qu'il y a des déchets dans les usines de textiles qui sont extrêmement intéressants pour nous. On rachète ces déchets-là. Et ces déchets-là, on peut, alors moyennant un traitement intermédiaire, les réutiliser directement dans notre filière. Alors expliquez-nous ce que vous produisez justement avec tous ces déchets. Je finis juste. L'étape d'après, ça sera... et il y a un foisonnement, on va dire, d'idées et d'essais, de pilotes industriels là-dessus. Ça sera la réutilisation, le tri et la réutilisation des déchets ultimes. On appelle ça dans le jargon le post-industriel et le post-consumer. Donc le post-industriel, c'est là où on en est. Post-consumer, c'est là où on va en arriver. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? On en fait un semi-ouvré industriel, c'est-à-dire qu'on part de granulés et on vend des granulés. On vend des granulés à des équipementiers principalement dans le domaine électrique et électronique. Et ces matières qui sont donc transformées vont être utilisées pour fabriquer, on va dire, dans la grande majorité, des disjoncteurs et des connecteurs ou des pièces, on va dire, de sécurité qui vont intervenir même dans des appareils électroménagers en vue d'absorber un flux thermique et de ne pas le transformer en flamme. Voilà. Voilà, tout simplement. En fait, avec vous, rien ne se perd, tout se transforme, puisque vous récupérez des déchets pour tout retransformer autrement. Et donc, là, vous venez de donner 2 exemples pratiques de réalisation concrète. Ouais. Donc, ça, c'est le premier axe, on va dire, de R&D. Deuxième axe de R&D, c'est l'axe, on va dire, c'est ce qui nous pousse d'un point de vue technologique. Et ce qui nous pousse d'un point de vue technologique, il y a 2 choses. Il y a d'abord la connaissance des molécules et puis j'allais dire, l'électrification de nos vies. On vit dans un monde qui s'électrifie de plus en plus.
On parle de e-mobility. E-mobility, ça veut dire quoi? C'est les véhicules électriques. Pardon. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal. On ne sait pas. Les pompiers ne savent pas éteindre un véhicule électrique qui prend feu. Une Tesla qui prend feu, on ne sait pas l'éteindre. Donc on la laisse brûler pour le moment. Donc là, voilà, le seul moyen de l'éteindre, si jamais elle est dans un environnement, c'est d'avoir une grosse benne gerre d'eau et de la plonger dedans, parce qu'on ne sait pas l'éteindre. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas qu'elle prenne feu. Voilà. Et pourquoi elle prend feu? Parce qu'à un moment donné, vous avez des intensités, donc des énergies très importantes qui sont véhiculées au travers notamment de connecteurs. Il suffit que ces connecteurs soient un peu desserrés, il suffit que, pour une raison X ou Y, la batterie s'emballe, et à ce moment-là, il y a émanation d'énergie sous forme de chaleur, dégradation de la matière. Si la matière n'est pas prévue pour, elle flambe, et une fois que ça commence à flamber, alors c'est la fin. Donc on a cet axe, d'un point de vue technologique, qui nous trace une voie, qui vous tend les bras, en fait. Pour vous, le futur, c'est la voiture électrique? C'est pas la voiture électrique, mais en tout cas, c'est un nouvel axe de recherche qui est très intéressant. Très, très intéressant. Ça, c'est une première chose. L'autre aspect, c'est la recherche qui nous dit de plus en plus, attention, ces produits dégagent, émettent des matières nocives quand ils brûlent. Que peut-on faire? Et je dirais ça stimule, on va dire, la recherche de base, qui crée des molécules, charge à nous, après, à les remettre mécaniquement, c'est notre métier, dans les matières plastiques, de manière à ce que ces molécules ne soient pas nuisibles à l'environnement. Voilà. Je vais prendre un exemple assez simple. Il y a une trentaine d'années, les molécules principalement utilisées, on va dire, en tant qu'agent ignifugeant, c'est des molécules à base de ce qu'on appelle les halogènes, donc de l'iode, du chlore ou du fluor. Iode, chlore, fluor ont deux problèmes. D'abord, quand ils émanent d'une dégradation, ils contribuent à dégrader la couche d'ozone, et d'autre part, ils créent des acides, par combinaison avec l'hydrogène, enfin avec les composants de l'air, qui sont extrêmement toxiques pour la santé humaine. Bon, mon entreprise a pris l'objectif et a pris la décision, il y a une vingtaine d'années, d'arrêter complètement l'utilisation de ces molécules-là, en créant des technologies qui soit émettent de l'eau, donc de l'eau, H2O, donc H2O. La propriété de l'eau, c'est qu'elle est capable d'absorber énormément de chaleur, donc on atteint notre résultat, ou bien de créer ce qu'on appelle un charbonnage. C'est-à-dire qu'en se dégradant, la matière crée une coquille finalement, autour de ce qui brûle, et plus d'oxygène, le feu étouffe. Merci en tout cas Laurent Perrat de nous avoir présenté tous ces futurs pour votre entreprise Eurostar. D'ailleurs, pour pouvoir réussir tout ça et toutes ces innovations, je rappelle que vous investissez 350 000 euros. Millions, j'aimerais bien, mais millions, pas encore. Oui, moi aussi. Euros dans la recherche et le développement. Et vous avez 2 emplois à pourvoir. 4. Quels sont-ils? 4 emplois à pourvoir. Décidément, je ne suis pas à jour. 4 emplois à pourvoir, oui. Non, 2. Alors, il y a fait 2 conducteurs de ligne, un électromécanicien et un responsable comptable. Donc voilà, je lance l'appel et ben voilà, on va partager l'info sur les réseaux. Avis aux vocations, et venez dans l'industrie. Venez dans l'industrie. L'industrie est belle. Il suffit pas de le dire, il faut le vivre. Exactement, c'est ce que je vais dire aux jeunes ingénieurs demain, parce qu'ils ne parlent que grands comptes et toutes les sociétés qui sont cotées en bourse, mais il y en a beaucoup qui sont pas cotées en bourse, et dans les territoires, eh bien, on accueille plein de jeunes ingénieurs. Et puis, l'actualité également chez vous, Laurent Perrat, c'est que vous avez rejoint le groupe Assen Performance Materials. Pourquoi? C'est un peu ce que disait finalement Franz Huber tout à l'heure. C'est un Américain qui nous a rachetés.
Mais moi, j'en suis très content. Non, mais j'en suis très content. Alors, l'industrie en France, hein, je reprends, vous avez compris, hein, ma référence, il y a 35 ans. Il y a 35 ans, c'était 24% du produit intérieur brut. On est à 10, moins de 10 maintenant. Tout ça s'est fait pas par hasard. Il se trouve que aux États-Unis, c'est l'investisseur privé, d'accord, qui va risquer son argent dans l'économie. En France, c'est plutôt l'État, c'est BPI, c'est l'État machin, etc. Quand on ne sait plus quoi faire, on appelle au secours l'État. Je pense que quelque part, c'est une de nos maladies. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on n'y arrive plus. On avait, en ce qui nous concerne, un investisseur privé français qui détenait l'entreprise, qui l'a revendu à un Américain parce qu'à un moment donné, il n'arrivait plus à se vivre. Et voilà, il y avait un risque à prendre dont on considérait qu'il ne pouvait plus assumer. Voilà. Maintenant, on est chez Ascend Performance Materials. Ça fait en effet 2 mois et j'en suis très heureux pour l'emploi et pour la technologie. En France, parce que ça doit passer par là pour que... Alors du coup, c'est un fonds d'investissement ou bien c'est carrément des personnes qui investissent? Qui sont ces Américains? Alors, Ascend Performance Materials fait partie d'un fonds privé qui s'appelle SK Capital, qui est détenu par 4 personnes privées. Par 4 personnes privées. Donc, ce sera peut-être un peu différent, la gestion, que si c'était un fonds qui réclame des bénéfices tout de suite. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On reste dans un domaine, on va dire, plus industriel. Ouais. Merci Laurent Perrin, en tout cas, de nous avoir fait partager votre passion du plastique. Et puis, on a bien compris qu'il fallait arrêter en fait le plastic bashing, parce que finalement, avec vous, rien ne se perd, tout se transforme. Et arrêtons donc de les jeter par-dessus nos fenêtres quand on roule en voiture, par exemple. Surtout ça. L'incivilité, en fait. C'est pas parce que c'est pas cher que c'est pas important. Exactement. C'est important. Et le geste qui va amener à un moment donné cette matière au bon endroit pour qu'elle soit recyclée, alors elle est fondamentale pour l'économie en général et pour l'environnement, bien entendu. Merci à vous 3 pour votre présence ce matin. Vous pourrez tous nous réécouter dès cet après-midi sur YouTube, sur Facebook, sur notre plateforme. En tout cas, partagez cette émission parce qu'elle est importante et c'est très intéressant ce qu'on a dit ce matin, comme tous les matins d'ailleurs. Et avec le bar de l'économie, on apprend tous les jours quelque chose. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao. À demain, bien sûr.